Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Money Management. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, très bien. Bon, apparemment le son passe bien. Donc on va commencer donc sur le vif du sujet. Je présente le risque du trading. Donc ça c'est une affiche risque que je dois vous présenter. Donc les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD comporte un risque élevé et ne convient pas à tous les clients. Donc, nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opération et, le cas échéant, vous êtes fait conseiller de façon indépendante. Le trading de CFD peut non seulement conduire à une perte totale de votre capital investi, mais peut également entraîner des pertes supérieures au dépôt. Le contenu de ce webinaire ne constitue pas un historique de nos cotations ou une offre ou sollicitation à investir dans quelconque instrument. Voilà. Donc, c'est pour la partie risque. Donc, IG Bank en Suisse est un acteur globalement fortement ancré en Suisse. Donc, donc IG, le groupe, a plus de 45 ans sur les produits CFD, donc notamment des produits à effet de levier. IG Bank a été créé en 2014, donc il y a 6 ans, présent en Suisse, donc à Genève et à Zurich. Nous avons une présence globale dans le monde, avec 14 bureaux représentatifs, présents au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre bien sûr, où initialement la société s'est constituée. Donc nous avons plus de 195 000 clients dans le monde actif, donc ça ce sont les clients actifs bien sûr, et nous sommes régulés par la FINMA bien sûr, et nos bureaux sont présents à Genève, rue du Rhône et à Zurich. Donc voilà pour la petite historique s'agissant de IG. Donc, le sujet d'aujourd'hui du webinaire concernera le money management avec IG Bank. Donc, la présentation sera présentée par moi-même, qui est responsable des clients premium à IG Bank à Genève. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. L'objectif donc de la présentation, on définira ce que c'est que le money management, d'accord. Puis après, on essaiera d'établir un plan de trading constitué en 4 sous-structures. Donc, comment planifier son plan de trading, l'organiser, l'exécuter et l'analyser. Voilà, ça, ce sera pour la première partie. La deuxième, concernera les gestions des ordres. Voilà, comment gérer les ordres, les stop-loss notamment. Voilà. Et on finira par la psychologie du trader et une session questions-réponses. Donc, juste pour vous dire, je préfère que les questions-réponses, on organise à la fin une petite session. Comme ça, je répondrai momentanément à vos questions à la fin directement. Donc, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Donc, alors, l'introduction, la définition, donc qu'est-ce que le money management? Alors, si vous voyez bien, j'ai conservé le mot, alors, il y en a qui n'aiment pas trop les anglicismes, money management, on aurait pu traduire ça en gestion du risque, mais j'ai préféré garder money management puisque gestion du risque, ça peut vouloir dire autre chose en fait, c'est plus global ça peut concerner la gestion du risque dans une banque, etc. Donc, le money management, je pense que c'est assez parlant en soi. C'est vraiment la gestion du capital initial. D'accord? Donc, le money management consiste à gérer son capital investi tout en maîtrisant les risques. D'accord? Autrement dit, le money management est l'art de gérer son capital en appliquant une gestion du risque serré à son capital. Donc, c'est l'élément
le plus important du trading, après la psychologie du trader. Donc la psychologie du trader, on regardera ça en troisième lieu. Et il est bien souvent négligé par le trader débutant, qui se concentre sur les gains et l'analyse technique, donc, qui sont deux éléments importants aussi, hein, l'analyse technique. Pour ceux qui ne sont pas débutants, intermédiaires, effectivement, il y a d'autres sessions où on fait des présentations sur l'analyse technique et effectivement, les fondamentaux, que ce soit les fondamentaux, l'analyse technique est un biais qui reste assez important, mais voilà, le money management ne doit pas être négligé non plus. Voilà, d'où l'importance de cette présentation. Alors, le plan du trading, donc, on commence à dire comment on va planifier un plan de trading. Donc, la notion qui vient naturellement, c'est la motivation. D'accord. Pourquoi voulez-vous devenir un trader? D'accord. Et bien sûr, le temps disponible pour le trading, qui reste deux éléments qui sont importants. Donc, la motivation. Pourquoi voulez-vous devenir un trader? Est-ce que c'est pour l'argent, l'excitation, ou simplement pour en apprendre sur le fonctionnement des marchés financiers? Quoi qu'il en soit, c'est une bonne idée de l'écrire sur le papier. Hein. Quelle est votre motivation? Et une partie essentielle et qui définira en tant que trader, qui vous définira en tant que trader. Voilà. Donc, je pense que la motivation est un élément important. Alors, le temps disponible pour le trading, avant de vous lancer dans le trading réel, il est judicieux de déterminer combien de temps vous pouvez y consacrer. Alors, par exemple, les personnes qui souhaitent effectuer un grand nombre de transactions par jour devront consacrer beaucoup plus de temps à la négociation que les investisseurs qui cherchent à acheter des actifs qui s'apprécieront pendant plusieurs années. Donc, voilà, est-ce que c'est du short terme, du long terme? Voilà, c'est ça aussi qui va définir la motivation et le temps disponible. Il est également important de passer suffisamment de temps à se préparer au trading, ce qui inclut bien sûr l'éducation, les formations au préalable que vous devez requises justement pour trader, pour la compréhension des instruments et des stratégies, et la mise en pratique de vos stratégies et l'analyse des marchés. Donc, le temps disponible reste un facteur qui est extrêmement important, puisque voilà, si vous n'avez pas de temps disponible, vous ne pouvez pas suivre les marchés intrinsèquement et vous ne pouvez pas traiter. Voilà. Donc, on a vu comment planifier un plan de trading. Donc, on regarde comment organiser un plan de trading. Donc, l'objectif du trading doit être spécifiquement mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Donc, en bref, SMART, c'est un jeu de mots. Mais voilà, objectif de trading, une fois que vous avez écrit votre motivation pour le trading et la quantité de temps que vous êtes prêt à engager, vous pouvez commencer à définir vos objectifs de trading. Ces objectifs ne devraient pas simplement être de grandes déclarations sur la façon dont vous allez acheter une grande maison ou un yacht ou avec vos gains, mais il faut être efficace. Les objectifs de trading doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Voilà. Donc, c'est assez important d'être concis et structuré sur son plan de trading. Alors, l'attitude au risque joue un rôle important hein, dans l'organisation du plan du trading. Tous les instruments financiers, même les plus sûrs, comportent un certain degré de risque. Un investissement peut être une opportunité excitante pour un trader et dangereux et stressant pour un autre. Donc, la notion du risque est relative. Donc, avant de commencer à traiter, il est important de déterminer le risque que vous êtes prêt à assumer, à la fois pour chaque transaction et pour votre stratégie de trading dans son ensemble. Donc, votre attitude face au risque va également généralement de pair
avec vos objectifs. Donc, voilà, on passe au slide suivant. Donc là, on rentre effectivement dans comment exécuter un plan de trading. Donc, la notion de capital de trading, donc votre capital, c'est vraiment l'élément essentiel, d'accord? C'est votre instrument, en fait. Votre capital est votre instrument de trading. Vous devez déterminer le montant prêt à consacrer au trading. Cela devrait aller de soi, mais il est essentiel de ne pas risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. D'accord? Voilà, donc à la base, investir, c'est quelque chose qu'on a de supplémentaire. D'accord? On part de ce principe, voilà, où un investissement les gens doivent avoir les moyens pour investir. Tout à fait. Donc, calculez alors que personne ne trade pour perdre de l'argent. Vous devez être conscient que certains traders finissent par perdre tout leur capital et parfois beaucoup plus. Donc, ça peut arriver. Il y a des situations où vous finissez en balance négative, donc ça peut arriver. Donc, je vous remémore la situation de la BNS bien sûr il y a quelques années, quand le plancher des 1,20 est descendu à la parité quasiment sur l'euro suisse. Il y a beaucoup de gens qui ont fini avec des soldes négatifs qu'ils ont dû rembourser. Donc, il faut prendre en compte ce risque. Vous devez toujours vous assurer que vous pouvez vous permettre la perte maximale possible sur chaque transaction. Alors, faites les calculs chaque fois que vous ouvrez une position. Si vous n'en avez pas assez en ce moment, pratiquez la négociation sur un compte démo. Donc, c'est très recommandé. Utilisez vraiment les comptes démo. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants, je motive les gens à commencer par les comptes démo pour se faire avec les instruments, voir le risque, les types de contrats, le type de risque auquel ils sont exposés. Alors, le choix du marché paraît aussi un élément important dans l'exécution de son plan de trading, d'accord? Avec autant de marchés disponibles, comment choisissez-vous celui avec lequel vous commencez? Donc, la recherche est une partie essentielle du trading. Il est donc logique de commencer par regarder les marchés pour lesquels vous avez un intérêt particulier. Si vous aimez suivre les tendances technologiques ou les entreprises de vente au détail, par exemple, alors le trading sur les actions dans ces industries semble plus naturel que de spéculer sur des produits comme le maïs ou le bétail. Voilà, ce sont des matières premières. Vous avez toujours la possibilité avec IG de traiter les matières premières, dont le pétrole qui est très, très en vogue ou l'or également. Voilà. Quel type d'instrument, quel type de marché qui vous va le mieux. Donc, il faut prendre en considération, bien sûr, les horaires de trading. Quand le marché est-il ouvert? Donc, ça, c'est important. Quand est-ce qu'il ferme? Donc, vous voyez bien que le marché, si on prend le marché du Forex, il a des spécificités qui sont propres à lui. Donc, du mercredi au jeudi, il y a 3 jours de financing charge. Donc, ce sont les frais de financement. Voilà, c'est un marché qui est ouvert 5 jours et demi sur 7, on va dire, et 24 heures sur 24. Donc, voilà, chaque marché a ses propres spécificités, ses horaires de trading. Il faut que vous connaissiez tous ces facteurs. La volatilité en moyenne aussi est importante. Combien de points ce marché évolue-t-il en une heure, en un jour, en une semaine? Bon, la volatilité, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette terminologie, c'est voilà, le point le plus haut et le plus bas. Donc, voilà, quel type de volatilité vous avez sur les instruments et sur le marché. Donc, la position aussi, la taille du contrat aussi, c'est important de voir à quel contrat, à quel point, est-ce que c'est 10 $ le point, 5 $ le point, 1 $ le point, 1 euro le point, 1 franc le point. Voilà, c'est des questions auxquelles il faut répondre au départ plutôt que de placer un trade et ne pas comprendre ou comprendre par la suite.
On a déjà vu ça, des positions, des gens qui prenaient des positions, ils ne comprenaient pas le risque ou le type de contrat auquel ils avaient souscrit. Donc, ça paraît basique ce que je dis, mais croyez-moi, ce n'est pas si basique. Parce qu'il y a des gens qui font encore ces erreurs-là. Donc, combien gagnez-vous ou perdrez-vous pour chaque point de mouvement dans le prix? Donc ça, c'est important. Si ces facteurs ne correspondent pas à la façon dont vous voulez trader ou à votre attitude face au risque, choisissez un autre marché. Vous avez toujours la possibilité de choisir un autre marché. Donc, une fois que vous avez pris votre décision, il est important de rester concentré. Plus vous comprenez votre marché et pourquoi le prix évolue, d'accord, plus vous serez en mesure de prédire les mouvements futurs avec plus de confiance. Voilà. Donc, connaissance du marché, effectivement, est très important. S'agissant des instruments, s'agissant des facteurs qui peuvent faire bouger les prix, d'accord. Donc, on sait, si on reprend l'exemple du marché du Forex, que les données macroéconomiques telles que le NFP, par exemple, le Non-Farm Payroll américain, qui est présent une fois dans le mois, est primordial. Donc, effectivement, le marché réagit énormément au NFP. Donc, voilà, c'est tous ces éléments de base d'influence des prix sur les instruments que l'on opère, dont on doit être conscient et au courant. C'est ce qui fait et détermine la spécificité de chaque marché. Donc, une fois effectivement qu'on a exécuté le plan, après aussi, il y a une partie analyser son plan de trading. Donc, une fois qu'on a traité, qu'on regarde, on analyse donc les statistiques et les performances. Donc, pour qu'un plan de trading fonctionne, il doit être soutenu par un journal de trading. Donc, journal de trading, c'est très important. C'est là où vous allez enregistrer tous vos opérations et en quelque sorte vos gains et vos pertes. Donc, votre stratégie sera mémorisée également, donc vous pourrez la réitérer ou pas. Donc, ça, c'est très important, je pense, d'opérer avec un journal de trading. C'est là que vous consignez tout ce qui se passe lors d'un trade, les raisons du trade, le bénéfice attendu, le risque maximum, le point d'entrée, le point de sortie et le comportement du marché pendant la transaction. Vous devriez également enregistrer ce que vous avez ressenti avant, pendant et après le trade. La tenue de dossier vous permet également de voir comment vous effectuez sur une période de temps. Êtes-vous généralement rentable? Donc, est-ce que vous êtes gagnant ou perdant? Quel est le pourcentage de victoires, de gains ou de pertes? Lorsque vous gagnez, est-ce que généralement plus ou moins que lorsque vous perdez? Certains marchés, moment de la journée, configuration commerciale sont plus rentables, etc., etc. Donc, ainsi, vous gardez une trace de ces statistiques qui vous permettront de devenir un meilleur trader et vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, concernant la première partie, je pense qu'elle s'est déclinée en quatre propositions. Donc, on passe à la seconde partie, tout de suite, qui est la gestion des ordres. Donc, on va définir ce que la notion du ratio risque-reward, donc qui est un incontournable dans la gestion du money management. Donc, la notion du capital de tout type de gestion en trading et de tout money management, le ratio risque-reward établit le rapport entre le risque encouru et le rendement attendu. D'accord? En matière donc de trading, il va donc s'agir d'établir en amont sa stratégie à un rapport cohérent entre l'objectif de gain et le risque encouru par le choix du stop. Ce rapport sera calculé en divisant le premier par le second. Ainsi, on peut déterminer
donc le ratio risque-reward suivant, sachant que un risque-reward en dessous de 2 n'est pas décemment envisageable. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en quelques mots, ça veut dire que pour une stratégie donnée, donc si l'on met un risque donné, quel est notre gain possible? Voilà. Donc, si je rentre dans un instrument et je mets un stop loss de 100 points, d'accord, et ma prise de bénéfice, donc mon take profit, à 200 points, ça veut dire que si je suis exécuté, potentiellement ma perte est 200 et mon gain est de 200. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour un risque donné, quel est le potentiel gain que je peux faire? Donc là, on voit bien que dans l'exemple que je vous ai cité, le risque-reward est de 1 pour 2. D'accord? Donc, tout risque-reward compris donc, entre 1,5 et 2 sera considéré comme très correct. Compris entre 2 et 3, très bon, et au-dessus, excellent. Voilà. Donc, entre 2 et 3, ce serait, donc pour la même situation, si je mets mon stop loss à 100 points en dessous et mon take profit à 200 points ou 300 points au-dessus, donc s'il est réalisé, effectivement, vous voyez bien que mon ratio risque-perte ou risque-gain est de 100 pour 300, donc 1 pour 3. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que c'est plus imagé et il y a une meilleure compréhension comme ça. C'est comme ça que moi je le comprends et effectivement c'est plus simple de le comprendre comme ça. Donc on va tout de suite, ça nous ramène à un exemple. Si pour un capital donné de 10 000 euros, donc si on prend un contrat d'1 euro sur le DAX, donc faire attention puisque effectivement quand vous traitez avec IG, nous avons des contrats d'1 euro, de 5, de 10 qui peuvent aller même sur le contrat standard de 25 euros par point. D'accord? Donc il faut faire attention quel type de contrat. Donc si on prend 1 euro le contrat, donc là nous autorisons 1% de perte. Si nous autorisons 1% de perte maximale par trade pour un capital de 10 000 euros et que notre stop est de 100 points, donc là, et une prise de bénéfice de 200. Donc, c'est exactement le cas que je vous ai indiqué. Donc, chaque point de mouvement du DAX, vous gagnez 1 euro, vous perdez 1 euro. D'accord? Si votre stop loss est atteint, vous avez perdu 100 euros. Si votre take profit est atteint, vous avez gagné 200 euros. Voilà. Donc, là, on est sur un risque-reward de 1 pour 2. Voilà. Dans cet exemple. Et si nous perdons le trade, nous perdons donc 100 euros. C'est ce que je viens de dire. Et si nous gagnons le trade, nous gagnons 200 euros. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en conclusion, en risquant 1% du capital, les 10 000 euros, si je fais 5 trades, pour 5 trades, 3 perdus et 2 gagnés, d'accord, avec un risque ratio de 1 pour 2, on gagne toujours de l'argent. Donc, je m'explique. Vous voyez la stratégie où vous voyez en vert sur le graphique ci-dessous 200 points, d'accord? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend un nombre de trades, 10 trades, 40% gagnants, donc 6 trades sur 10 sont perdants, d'accord? Avec la première stratégie, le risque reward est de 1 pour 1, d'accord? Donc, c'est-à-dire que 1 pour 1, je répète ce que ça veut dire, un stop loss à 100 points en dessous et un take profit à 100 points au-dessus. Donc, on voit bien que si le ratio win-loss, c'est-à-dire que est de 6 win et 4 loss, la stratégie finale est perdante. D'accord? En termes de pips, si on a gagné 400 pips, on en a perdu 600. Donc, au final, on part sur une perte de 200 points. D'accord? La même stratégie avec un risque-reward, donc 1 pour 2, donc c'est 10 trades toujours, 40% gagnants, donc 4 gagnants, 6 perdants. D'accord? Le fait est que à chaque fois qu'on gagne, on gagne, si vous voulez, le double
de ce qu'on pourrait perdre potentiellement, d'accord? Au final, on se retrouve avec 800 pips gagnants, 400 pips perdus et un gain de 200 points. D'accord? Donc, vous voyez, avec la même fréquence, ce que ça veut dire en quelques mots, c'est qu'avec la même fréquence de trade, perdant ou gagnant, on obtient des résultats qui sont différents selon le risque-reward associé. Donc là, le premier était 1 pour 1, le deuxième est de 1 pour 2. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair de comprendre que le fait est que lorsque vous gagnez le double de ce que vous perdez potentiellement, même si la fréquence des trades est supérieure, des trades perdants sont supérieurs aux trades gagnants, vous pouvez compenser les gains que vous avez faits. Le fait est que la prise de bénéfice est supérieure, est doublement supérieure. Voilà. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Bon, alors, là, ça m'amène à ce petit graphique qui est intéressant, puisque il y a plein de notions qu'on peut aborder. Je pense qu'il faut séparer la partie retail, donc ce qu'on appelle la partie retail, ce sont les particuliers, d'accord, comme vous et moi, qui pourraient traiter, qui a un portefeuille et un capital donné, et puis il y a les professionnels, les institutionnels. Donc ce graphique concerne essentiellement uniquement les particuliers, donc ceux qui ont des petits portefeuilles. Et vous voyez bien que les profits et les bénéfices moyens par trade en PIP, donc sur des paires, donc là c'est sur les devises, vous voyez bien que en grosso modo, en termes de perte d'un trade en termes de PIP, on est à chaque fois sur le double par rapport au gain. D'accord? Donc ce que ça veut dire que les gens ont tendance à laisser courir leurs pertes et prendre rapidement leurs gains. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors qu'en loi de probabilité, logiquement, voilà, il devrait y avoir 50-50%. Voilà, c'est intéressant. Donc, si on prend un ratio win-lose 50-50, avec cette fréquence-là, logiquement, on devrait arriver à peu près avec un risk management correct, on devrait arriver à 50-50. Mais là, on voit bien que la réalité, elle est toute autre. Puisque la nature humaine, comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est la nature humaine ou l'erreur du débutant, mais on a tendance tous, je dis tous et je m'inclus moi-même, hein, à laisser courir les pertes et à prendre les gains très rapidement. Voilà. C'est ça que ça veut dire ce graphique. Et je trouve que c'est intéressant. Même je pense que, après je vous laisse ça un peu plus pousser l'analyse, mais ce serait intéressant de faire une espèce de corrélation entre le win-lose et le risk-reward. D'accord? Puisque dans la partie retail, on va dire, allez, 60% des trades sont perdants, 60 à 70% des trades sont perdants. Voilà, malheureusement, dans le domaine du CFD, il y a, sur le long terme, bien sûr, hein, il y a à peu près entre 75% des gens qui perdent leur capital. Donc voilà, ce serait intéressant de faire cette corrélation. Voilà, pour creuser un peu plus, voilà. Donc, la gestion du stop loss, donc qui est l'élément important hein, dans le risque reward ratio, on a vu que le stop loss ou la gestion du stop loss était important. Donc, placer toujours un stop loss sur les niveaux techniques. Alors, les niveaux techniques, pour ceux qui sont débutants, donc c'est souvent les résistances, les supports, donc les niveaux les plus hauts, les plus bas. Hein, l'analyse technique est assez complémentaire avec la gestion du stop loss. Placer son stop loss en fonction de ses objectifs afin de respecter le principe du ratio risk-reward. D'accord?
il ne faut pas hésiter non plus à remonter son stop lorsque le flux part dans le bon sens. Donc, quand on atteint le break-even, donc qu'est-ce que le break-even? Donc, c'est là où on vient au seuil de rentabilité. D'accord? Lorsqu'on retrouve le seuil de rentabilité, donc dans sa position, ne pas hésiter à mettre son stop, à redéplacer son stop. Donc, il y a la notion pour les plus aguerris du stop loss dynamique, qui est le stop suiveur. Donc, vous pouvez émettre une distance avec le prix du marché et de manière dynamique, votre stop remontera chaque palier à chaque fois que le prix monte. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Bien sûr, si le prix descend, bah, il s'arrêtera à la distance que vous lui avez préétablie. Donc, si vous mettez 10 points, s'il monte dans une phase consécutive de 40 points, vous ferez les 40 points et votre stop évoluera par la même occasion, d'accord? Et au bout du 45e point, il redescend. Donc là, vous serez stoppé à 10 points. Donc, c'est intéressant. Donc, ça vous permet d'augmenter vos profits et de vous assurer effectivement que votre gain sera positif. Et ne pas hésiter aussi à utiliser les prises partielles de bénéfices. Donc, sur une position, vous pouvez très bien couper la moitié, d'accord, prendre vos profits et laisser courir le reste en mettant le stop loss au niveau du seuil de rentabilité. Donc là, vous risquez plus rien. Au pire, vous gagnez la moitié. Au mieux, vous gagnez plus. Voilà. Donc en conclusion, l'analyse de marché peut être bonne, mais si le stop loss ou le money management n'est pas bien géré ou le stop loss n'est pas bien placé, in fine, on peut finir en négatif ou en perte. D'où l'importance de la gestion du stop. Alors, très brièvement, et on conclut sur ça, sur la gestion des ordres, je pense qu'il y a un aspect qui est assez important, puisque c'est depuis 15 ans et mon expérience qui me l'apprend effectivement. Il y a des erreurs qui reviennent de manière récurrente. Une d'entre elles, c'est le PNL négatif, c'est-à-dire c'est la plus-value latente, d'accord, qui n'est pas réalisée. Okay, donc dans la tête des gens, voilà, on est à moins 200, moins 300 sur la position, elle n'est pas réalisée, la perte n'est pas réalisée, donc voilà, tant qu'elle n'est pas réalisée, c'est tout bon, c'est pas une perte. Voilà, dans la psychologie des gens. Donc, il faut toujours considérer le PNL latent négatif comme une perte potentielle. Donc ça, c'est important parce que si vous ne la considérez pas comme une perte potentielle, vous pouvez cumuler et accumuler les pertes. Voilà. Ne pas laisser courir ces positions en pensant que ça leur représente une perte non réalisée. Donc ça rejoint le graphique de tout à l'heure, me permet de le remettre, voilà, en mémoire. Les gens ont tendance à laisser courir les pertes et à prendre leurs gains de manière rapide. Voilà. Donc, ça, ce sont les erreurs à ne pas faire. L'autre erreur commune qu'on retrouve souvent, et ça, je l'ai retrouvé même avec des gens qui traitent depuis des années, et ils font souvent cette erreur, c'est le hedge. Donc, ce qu'on appelle le hedge, finalement, c'est la couverture. D'accord? Donc, on est long sur le DAX, donc long, c'est-à-dire on a l'achat, d'accord? On voit que le marché est contre nous, d'accord? Instinctivement, on se dit que sur le court terme, il va continuer à descendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la position, c'est-à-dire qu'on va prendre une short position, donc on va vendre. Ainsi, ça va compenser l'achat qu'on a. D'accord? Donc, ça ne va pas faire le solde des deux positions, ça va vous créer deux positions. Une à l'achat, une à la vente. Alors, vous comprenez bien que ça bloque en quelque sorte la perte. D'accord? Moyennant le spread. Alors, il faut faire attention parce que des fois, le spread, s'il n'est pas le même, ça peut augmenter un petit peu la position. Donc, ça, il faut faire attention.
Et les gens, au lieu de réaliser leurs pertes et dire, voilà, demain, je repars, je clear ma position, demain, je repars sur quelque chose de nouveau, sur une autre stratégie, non, ils préfèrent ne pas réaliser cette perte, se hedger et derrière créer et bloquer la perte. Alors, sur l'absolu, oui, mais ce que savent pas les gens, c'est que ça crée des frais de financement supplémentaires, déjà. Donc, après, non seulement ça crée des frais de financement supplémentaires, donc vous allez payer le double, en fait, à l'achat et à la vente sur les frais de financement. Donc ça, c'est la première chose. Alors que si vous aviez coupé la position dès le départ, bah, ces frais sont annulés puisqu'il n'y a plus de position. Vous avez une situation où il n'y a plus de position, vous avez pris votre perte, et l'autre situation, la perte est la même, mais elle encourt toujours, donc elle est bloquée quelque part, mais elle encourt toujours. Donc les frais de financement encourent sur les deux sens, à l'achat et à la vente. Voilà. Donc c'est compliqué. Et là où je voulais en venir par rapport au hedging, c'est que non seulement ça crée des frais supplémentaires, mais aussi ça fait brouillon parce que si vous faites ça sur une position, ça va encore, mais si vous avez plein de positions et vous commencez à hedger l'une, l'autre, etc., vous vous retrouvez avec un tableau rempli de positions long, short, et en général, vous n'êtes pas vraiment hedgé puisque vous êtes à l'achat sur 50 contrats et à la vente sur 40 contrats, donc vous êtes un peu plus long que short, et voilà, ça crée toutes ces frais supplémentaires et cette stratégie qui est un peu bramballante. Voilà, donc c'est mon expérience. J'ai vu pas mal de gens le faire et à chaque fois, je conseille fortement de. Bien sûr, vous pouvez vous hedger, ça peut avoir du sens dans certains contextes, mais le faire systématiquement, je pense que ça pose problème. Voilà, pour les problèmes que j'ai énoncés. Donc, ne pas se hedger pour bloquer une perte en pensant que la solution miracle viendra par la suite. Le hedging implique des frais, comme je vous ai dit, sur les positions. En prenant une position inverse, on va payer les frais de financement des deux côtés. Voilà. Personnellement, nous conseillons de maintenir le risque total à moins de 5% du total du compte. Ainsi, si vous tradez, un trader dispose d'un total de 10 000 € sur son compte, il tenterait de maintenir les pertes sous les 500 $, donc 5%. Voilà. Sachant que si le trader prend plusieurs positions, il divise ainsi son risque par le nombre de positions. Donc, s'il a 5 positions, bah, chaque position devient 1%. Voilà. Donc, il divise ces 5% par le nombre de positions qu'il ouvre. D'accord. Donc, ce qui reviendrait à mettre un stop loss de 100 points sur un contrat d'€1. Donc, par rapport à l'exemple du capital des 10 000 € que je vous ai cité préalablement. Voilà pour la gestion des ordres. J'espère que ça a été clair de toutes les manières. J'imagine que vous aurez des questions à la fin du webinaire. J'y répondrai, bien sûr. On va entamer la dernière partie, la psychologie, donc qui est la partie un peu plus, on va dire, humaine d'aspect, la psychologie du trader. Donc, voilà. Alors, la psychologie du trader, donc, on va regarder ensemble donc, les principes de base. Donc, le capital est votre outil de travail. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, le capital, c'est vraiment son outil et il ne faut pas le liquider. C'est le but. Voilà, si vous le liquidez, vous n'avez plus d'outil de travail. D'accord? C'est comme un plombier qui n'aurait plus d'outils pour travailler ou un charpentier qui n'a pas de scie. Enfin, voilà, vous comprenez l'image. C'est vraiment, le trader, c'est vraiment son outil de travail. Donc, en fonction de vos moyens financiers, il va falloir s'adapter. Le capital est votre outil de travail. C'est lui qui va vous permettre de créer des rendements.
Hein, comme on dit si bien, bah, voilà, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Donc ça a toujours existé. Voilà, si les gens, voilà, sur les réseaux sociaux, vous trouvez longuement des gens qui spreadent le fait que voilà, ils ont fait de l'argent, ils ont fait 10 000 euros en quelques heures en passant un trade, etc. Voilà, et forcément, ils se sont exposés à un risque, à un effet de levier qui était, certes, c'est possible qu'ils aient gagné à la fin, mais voilà, ils se sont exposés au même risque. Donc, ça veut dire que voilà, vous pouvez faire de l'argent très rapidement, mais vous pouvez en perdre très rapidement aussi. C'est dans les deux sens, d'accord. Des fois, c'est vrai qu'on voit juste cet aspect-là, mais on voit pas l'autre aspect. Donc, d'où l'importance. Je pense que le rendement, c'est pas ce qui est le plus important. Le rendement 10, 15, 20% annuel. C'est comment vous y êtes arrivé à ce rendement. Est-ce que vous y êtes arrivé progressivement, hein, mensuellement, progressivement, c'est un travail de longue haleine, avec des risques qui sont plus ou moins contrôlés, ou bien vous avez fait 15% dans la journée, ce qui est possible, hein, on peut le voir avec certains, mais ils ont pris finalement c'est un peu le, si vous voulez, le all-in dans le casino. Hein, on met tout. D'ailleurs, on va l'aborder dans ce principe de base. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, ce qui est important aussi dans les principes de base de la psychologie du trader, c'est le business plan. Donc, avoir un plan de trading, on l'a défini tout à l'heure, précis et concis. Donc, ça, c'est important. Le business plan du trader, niveau de compétence, quel type d'instrument, la stratégie aussi. Donc, la stratégie du trading, est-ce que je vais faire du scalping, hein, du swing, de l'intraday, quel type de stratégie? Donc, pour ceux qui sont pas très familiers avec ces termes, voilà, c'est est-ce que je fais de l'intraday, donc je rentre et je sors dans le marché hein, très rapidement. Est-ce que je fais du scalping, c'est vraiment des micro-trades très rapides et où il n'y a pas de rétention de la position, donc on rentre, on sort, hein, on profite d'une situation où, très rapide, ou est-ce qu'on a une stratégie de long terme, voilà. Donc c'est tous ces éléments auxquels il faut se questionner et répondre à ces questions. Et bien sûr, le temps disponible, on l'a abordé précédemment, qui est très important. Hein. Les temps, donc voilà, je sais que professionnel, bon, moi en particulier, mais en professionnel, voilà, il y a des gens qui passent des années et des années à backtester des stratégies. D'ailleurs, mon collègue Andreas a fait un webinaire sur le Pro Real Time, sur le backtesting et l'automatisation des trades. Donc, je vous invite à le regarder. Je crois qu'il est présent sur YouTube. Voilà, vous pouvez backtester aussi avec nous sur Pro Real Time. Et voilà, vous pouvez backtester des stratégies, etc. Et donc ça, c'est important. Donc ils prennent leur temps et regardez qu'est-ce qui leur va le mieux. D'accord. Tous ces paramètres doivent être préétablis et ils définiront votre style de trading et surtout les points d'entrée et de sortie, hein, les signaux. Quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors. D'accord. Est-ce que je fais de l'instant trading, donc je rentre à l'instant? Est-ce que je rentre par un ordre conditionné? Voilà, c'est à toutes ces questions qu'il faut répondre. Et voilà, l'analyse technique est assez complémentaire pour les niveaux d'entrée, de sortie, épaule, tête, épaule, enfin voilà, toutes ces figures d'analyse technique. Je suis pas un gros spécialiste d'analyse technique, mais mon collègue Joris Zana, qui est analyste à DailyFX, a fait des séminaires sur l'analyse technique assez poussés. Je vous recommande de les regarder si vous avez un moment. Voilà. Donc, il en a fait une il y a quelques mois de ça, qui était très très bien sur voilà, comment débuter sur l'analyse technique. Et il décrit voilà, comment définir les points d'entrée, de sortie. Voilà. Donc, train is your friend. Donc ça, c'est l'anglicisme, pour ceux qui aiment bien l'anglais. Voilà, c'est d'éviter d'être à contre-courant du marché. Donc, si vous voulez
pour un exemple parlant, c'est comme un surfeur, il doit surfer sur la vague, donc il ne doit pas aller contre-courant, il doit prendre la vague. Si vous voulez, la vague, c'est le marché qu'on ne maîtrise pas. Le surfeur, il doit prendre la vague, autrement, il va se rétamer. Bon, l'analogie est assez similaire dans les marchés. Trend is your friend, donc il faut surfer sur la vague, ne pas essayer d'attraper les points bas ou les points hauts parce que vous n'y arriverez pas. D'accord. Donc, c'est vraiment aller avec la tendance du marché. D'accord. À 90% des cas, les trades gagnants sont liés à ceux qui suivent des tendances. Voilà, les tendances, je pense, c'est ce que font les professionnels et les institutions. Voilà. Éviter, j'en ai parlé précédemment, du all-in, ce qu'on appelle le trading casino. Hein. Donc, il faut analyser la situation avant d'entrer sur le marché et ne pas être en mode all-in. D'accord? Ça va de soi. Malheureusement, on retrouve souvent des gens qui ont tendance à le faire et mettre une grosse partie de leur capital sur une position en pensant que voilà, ça va se retourner ou par magie, le marché a perdu 100 points ou a perdu 60 points, donc il ne peut pas perdre plus. Donc, je vais rentrer à ce moment-là. D'accord? C'est un peu, on aura l'occasion de le regarder si vous voulez. Tout à l'heure, graphiquement, je vous le montrerai, mais l'action Renault, par exemple, en 2018, elle était à 100. Donc, avec tout ce qui s'est passé, les fondamentaux, l'histoire Carlos Ghosn, bien sûr, l'industrie qui va à mal, le confinement aussi n'a pas aidé. Vous voyez bien, il me semble qu'elle est à 12 ou 13 euros l'action. Quelqu'un qui serait rentré à 100 et qui aurait commencé à moyenner sa position, donc ce qu'on appelle moyenner, c'est l'espèce de diluer sa position, rentrer à un niveau, je rentre à 100, elle descend 80, je reprends une position, etc., etc. Donc, vous voyez bien que celui qui serait amusé à faire cette stratégie ou cette martingale, il se serait cassé les dents. D'accord? Donc voilà, il faut ne pas trader sans stratégie, à contre-courant ou trader sous le mode espoir, plus de l'ordre émotionnel. Donc, il faut penser long terme, être rentable, signal de retournement de tendance à l'aide d'indicateurs techniques. Voilà. Il faut aussi se libérer du poids émotionnel, mauvaise série de trades perdants, tendance à moyenner, c'est ce que je vous ai dit. Sont pris à la baisse, donc l'exemple Renault est très probant. Voilà, c'est que on a tendance à dire je moyenne, mon prix moyen baisse, est dilué et je vais le retrouver à un moment donné. Il y a même des gens qui s'amusent à jouer ces martingales en commençant très petit et moyennant très grand. Donc, voilà, c'est très dangereux. Ça peut marcher 1, 2 fois, 3 fois, mais la quatrième, si le marché ne se retourne pas, vous perdez tout ce que vous avez gagné les 3 fois précédentes. Donc, vous voyez, vous vous mettez dans une situation où finalement, vous risquez énormément dès le départ. Donc, effectivement, ça peut fonctionner 1 ou 2 fois, etc. Mais il suffit d'une fois dans le trading et malheureusement, comme je vous ai dit, il faut vraiment préserver son capital. Et établir, bien sûr, le ratio risque-reward, laisser courir ses gains et couper ses pertes. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Voilà, donc ça conclut les principes de base de la psychologie du trader. Donc on passe au suivant. Les règles de trading à suivre. Donc, bon, ça va rejoindre toutes les situations que je décris précédemment. Donc, ne pas rester en mode espoir, laisser courir les gains et couper les pertes,
ne pas rester en mode espoir. Le but est de préserver son capital et sa santé mentale. Donc, le poids émotionnel joue énormément. Faire le bilan et l'analyse de votre journal de trading, ça c'est important. Il faut analyser les trades négatifs et positifs pour en tirer les meilleures leçons. Constitution aussi progressive d'un journal de trading, analyser, avoir le recul, les erreurs qu'on a pu commettre, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné. Voilà, il faut se donner du temps, du recul et continuer dans sa stratégie. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui traitent beaucoup avec des robots, des algorithmes automatiques. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Ils ont exactement les mêmes problèmes que ceux qui traitent manuellement. D'accord? Pourquoi? Puisque leurs robots peuvent avoir des résultats très satisfaisants dans une configuration du marché et 3 mois plus tard, avoir un résultat complètement contraire. Pourquoi? Parce que le marché a évolué. Il évolue différemment. D'accord? Il était les 3 mois, il suffit qu'il ait été de tendance. Donc, si vous avez un algorithme qui est plus propice à la tendance, voilà, c'est plus facile. Mais il suffit qu'il part dans un sens ou dans l'autre. Là, on n'est plus sur un marché de tendance, donc votre stratégie n'est plus valable. Il faut reparamétrer, etc. Donc, finalement, c'est les mêmes concepts, mais sauf que c'est de l'ordre de l'algorithme. Donc, il faut rester à l'écart du marché en cas de perte. Donc, enchaîner sur une série perdante peut remettre en cause votre stratégie, prendre du recul. Ne pas trader, c'est aussi ne pas perdre. Rester à l'écart du marché. Voilà. Trader ce que l'on voit et pas ce que l'on veut. La majorité des gens tradent ce qu'ils voient, mais pas ce que vraiment ils veulent. On a tendance à voir des graphes, donc des épaules, tête, épaule, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rester factuel, ne peut inventer des figures, d'accord? Être sûr de valider les conditions d'activation du signal, d'accord? Donc ça, je vous laisse l'occasion d'approfondir. Donc, si vous faites de l'analyse technique, il y a certaines conditions d'activation à certaines figures. D'accord? Donc, il faut que ces conditions soient réalisées avant de prendre la décision de rentrer sur le marché. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Définir une perte maximale journalière et par trade de 1%. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, pas plus de 1% par position. Donc, avec un risque global ou total de 5%. Définir une maximum journalière et par trade de 1%, définir une perte max, fréquence de trade selon le temps disponible. Adapter le levier en fonction de son capital et de la volatilité afin de préserver son outil de travail. Trop de levier tue le levier. Hein. Causer la perte du capital très rapidement. Donc, si on passe de 1 € le point à 5 €, ensuite 10 €, c'est énorme. Voilà. Donc, ça ne vous laisse pas le temps d'avoir faux. C'est ça le problème du levier. Ça peut aller très vite, mais dans les deux sens. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, surtout si vous débutez dans le trading, il faut raisonnablement utiliser cet effet de levier. D'accord? Donc, je conseille à ne pas dépasser 10, mais 10, ça doit être vraiment le max sur les positions. D'accord? 10, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc là, vous risquez, voilà. 10, c'est utiliser 10 fois son capital, c'est déjà énorme. Voilà. Ne jamais renforcer une position perdante. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en moyennant son prix de revient à la baisse. L'exemple de Renault passe à 100, puis 30, puis à 12. Donc, il faut accepter à un moment donné la perte, savoir l'accepter, et puis passer à autre chose, et revenir le lendemain serein et reprendre position ou pas, mais de revenir de manière sereine.
Et bien sûr, ça va de soi éviter l'overtrading. Hein. Donc, ça, c'est à éviter. Cliquer à gauche, à droite, dans tous les sens, ça n'a jamais rien donné. D'accord. L'overtrading, des fois, il faut laisser le temps au temps, raisonnablement trouver un trade par jour, même si vous ne le trouvez pas, ce sera le jour suivant, etc. Vous n'avez pas besoin de trader tous les jours. Des fois, c'est aussi bizarrement que je veux vous le dire, des fois, ne pas traiter, c'est ne pas perdre d'argent. D'accord. Voilà. Donc, des fois, effectivement, il faut savoir se donner du temps. Donc, on va finir sur les biais cognitifs. Donc, je vous invite à regarder aussi la présentation de Joris Zana, qui m'a aidé notamment pour la partie psychologie du trader. Vous allez retrouver des notions sur cette présentation qu'il a fait chez lui. Donc, je vous invite à la regarder sur YouTube. Il explique plus en détail les biais cognitifs au niveau de la psychologie du trader. Donc, on va voir ce que c'est que la notion de représentativité, du momentum, du faux consensus, la notion du conservatisme, de la confirmation, de l'ancrage et de l'excès de confiance. D'accord? Donc, qu'est-ce que la notion de représentativité? C'est que quand on se représente les choses d'une certaine manière, et donc nous traitons l'information en fonction de notre vision du monde, on tente de généraliser ce qui est anecdotique. On fait tous ça. Voilà, ça nous est arrivé une fois. On pense que on veut généraliser. Voilà, c'est comme celui qui gagne une fois, il fait une martingale sur moyenné. Moyenné, il a gagné une fois. Il pense que voilà, c'est une stratégie gagnante. Donc, il va essayer de l'appliquer systématiquement. D'accord. Et on sait très bien que c'est pas nécessairement une stratégie gagnante. Voilà. Donc, c'est ça la notion de représentativité. La notion du momentum, ce qui s'est passé dans un passé récent et va se produire dans un futur proche. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai qu'en période, je ne sais pas si on prend un exemple, qu'est-ce que je pourrais vous... Oui, par exemple, la crise de 29 et la crise d'aujourd'hui, du Covid, même avant Covid, est différente. Voilà, les compositions ne sont pas les mêmes, les facteurs ne sont pas les mêmes. Voilà, ce qui s'est passé dans le passé, même s'il y a des aspects de similitude, c'est pas exactement la même chose. Voilà. Donc, les gens cherchent nécessairement à anticiper et dire, voilà, ça s'est passé comme ça, donc ça risque de se passer comme ça. Donc, chaque situation est plus ou moins unique. D'accord? Voilà. La notion de faux consensus, la relation que nous établissons entre nos propres idées et l'idée qu'on se fait du consensus. Le consensus peut avoir tort, garder sa stratégie en marche, toujours. D'accord? Voilà, ça peut arriver des situations où effectivement, globalement, vous suivez, je ne sais pas, des analyses techniques, vous avez une newsletter le matin qui vous dit, écoutez, le pétrole va monter, c'est sûr, puisque c'est une crise sectorielle, etc. Et le jour où vous traitez, manque de peau, boum, ça baisse. Donc voilà, il faut être en cohérence, je pense, avec sa propre stratégie. La notion du conservatisme, la tendance naturelle à surévaluer les informations qui vont dans le sens de ce que nous pensons et à sous-évaluer les informations qui nous donnent tort. D'accord? Ne jamais sous-évaluer les informations d'une situation ou d'une stratégie possible. D'accord?
et non plus ne pas surévaluer ces informations. D'accord? Donc, dans les deux sens. La notion de confirmation, on ne veut pas rencontrer une information contraire à ce que l'on pense. Voilà, ça, c'est des notions, effectivement, on pense, on est acharné sur une position, sur une stratégie, et on se dit, voilà, on pense que c'est ça, et on s'acharne dessus. Voilà. Donc ça, c'est la notion de confirmation. La notion d'ancrage consiste à rapprocher deux informations qui pourtant n'ont aucun rapport l'une envers l'autre. Et enfin, on finit par la notion d'excès de confiance. Donc, on se croit toujours meilleur que les autres et on pense qu'on ne tombera pas dans les pièges où les autres se sont fait avoir. Donc, quand il s'agit du trading, je pense que tout le monde doit rester modeste, tout le monde peut se tromper et rester humble. Voilà, donc je pense que c'est assez important. Je pense que si vous avez l'avis de certains traders, de certains analystes, ils vous diront la même chose. Voilà, tout le monde se trompe. Dans le trading, il n'y a personne qui a raison systématiquement. D'accord? C'est juste que quand vous vous trompez, il faut vous donner la chance de recommencer. Voilà, je conclurai là-dessus. D'où l'importance de la préservation du capital. Et effectivement, un trader qui persiste et qui dure sur le long terme, c'est quelqu'un qui se trompe nécessairement, mais qui se donne les moyens de se tromper et de recommencer. Voilà. Donc, on conclut là-dessus. Je voulais quand même vous montrer donc rapidement donc comment se décline la plateforme pour ceux qui la connaissent pas, bien sûr. J'imagine que il y a des gens qui la connaissent. Donc, elle est répertoriée en différents types d'instruments. Donc, par rapport à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, donc les indices, les devises, les cryptos, les actions, etc. Donc, je veux quand même vous montrer ce que, si on prend l'action Renault, ce que je vous disais tout à l'heure, sur une période, donc il faut juste changer la période en weekly, zoomer. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, on finit à 20, on est à 20, je crois. Elle est descendue jusqu'à 10, 15, et on est à 20, d'accord. Donc, il y a en 2018, donc si je zoome un petit peu, pas très pratique puisque j'ai l'autre page. Voilà, exactement. Donc ici, on était c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on était à 100 et vous voyez bien que la descente, elle est quasi continue. Bon, il y a quelques petits mouvements de repli, voilà, et on a atteint le bottom d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est typiquement ces stratégies d'essayer de rentrer, de moyenner et à la hausse, donc rentrer ici, rentrer ici, rentrer ici, rentrer ici. Vous voyez bien que vous vous retrouvez non seulement avec plusieurs positions perdantes, mais vous les avez de manière exponentielle. C'est-à-dire que en moyennant à chaque fois et en rajoutant, en diluant les positions, vous augmentez vos pertes sur chaque position. Donc voilà, c'est ce type d'éléments que vous pouvez faire et voir, bien sûr, évaluer sur la plateforme. Voilà, donc ce qui clôture notre présentation. Je pense qu'on va finir sur les biais émotionnels. Donc, l'effet soleil, l'effet pleine lune, le lundi matin, voilà, c'est tout ce qui permet les humeurs. Sont des périodes qui affectent les marchés à cause du comportement émotionnel. Donc, à faire attention. Voilà, le lundi matin, il fait pas beau. Pour X raisons, on a un peu remonté et on prend des positions. Il faut faire attention à tous ces effets de saisonnalité. Donc, le biais d'optimisation, les probabilités ne s'appliquent
pas qu'à soi-même, hein, voilà, elle s'applique à tout le monde. L'aversion au risque, le fait pour un investisseur d'avoir peur d'un risque qu'il juge trop important, d'accord. Bien sûr, l'appétit pour le risque, un état d'esprit du marché où les investisseurs se sentent bien dans les perspectives d'avenir de l'économie. Voilà, pour les biens émotionnels. Donc voilà, c'est une présentation qui a duré un peu plus d'1 heure, donc qui s'achève. Je pense qu'on a vu les grands points. J'imagine que vous avez des questions, donc on passe à la session questions-réponses. Donc voilà, je vais essayer de décliner vos questions et y répondre, si vous en avez bien sûr. Alors, tac. Alors, excusez-moi, il faut que je sorte. Il y a un petit souci au niveau du... Je vois qu'il y a des questions. Je n'arrive pas à agrandir. Je vais essayer d'agrandir mon onglet. Alors... Un instant. Désolé pour le... C'est du direct, hein. Alors, voilà, j'essaie d'agrandir juste la fenêtre. Alors, première question, donc, auriez-vous des suggestions d'application pour un journal de trading? Non, je pense que voilà, il faut rester basique hein, sur le journal du trading. C'est vraiment un moyen de report, donc de rappel au niveau de toutes les positions qu'on a prises dans la journée, d'accord, la stratégie qu'on a implémentée en détail. Et voilà, donc c'est vraiment l'enregistrement de toutes ces positions. Voilà. Après, l'analyse effectivement est différente pour chacun, mais c'est vraiment monitorer, enregistrer les positions. Voilà pour le journal de trading. J'ai lu une fois qu'il ne fallait pas investir plus de 50% de son capital de travail. Oui, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que sur chaque position ou toutes les positions ouvertes, si vous engagez 5% du capital au niveau risque, c'est déjà pas mal. Je pense que voilà, il faut aller progressivement surtout. Voilà, c'est ça le but. Après, le trading, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être patient, je pense qu'il faut avoir l'envie également, il faut être motivé et avoir cette passion pour les marchés. D'accord? Donc, c'est pas fait pour tout le monde et risquer, ne pas, qu'il fallait investir plus que 50% de son capital, 50% du capital, c'est énorme. Voilà. Ça reste énorme. Actuellement, j'ai un pourcentage de 7,38. Je suis plutôt prudent. Oui. Alors, 7,38, il y a un pourcentage de 7,38. Donc, je suis plutôt prudent. Oui, donc j'imagine que c'est l'inverse. Donc, OK. Donc, il risque 22% du capital. D'accord. OK. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, ça termine, je pense, la session questions-réponses. Donc, on va finir sur. Alors, bien sûr, il y a un questionnaire à remplir. Donc, à la fin, s'il vous plaît, du webinaire, si vous pourrez remplir le questionnaire de satisfaction. Donc,
Voilà, c'est quand même un élément important pour nous. Voilà, voir votre ressenti. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette présentation, pour qu'on réitère assez de manière récurrente ce type d'intervention, hein, et spécialement pour nos clients. Je vous invite à aller regarder en détail donc là, les présentations de Joris Zana sur DailyFX aussi, sur l'analyse technique et sur la psychologie du trader et le money management. Donc, ça va être une formation assez complémentaire à ce que je viens de vous dire. Donc là, vous pourrez approfondir au niveau de votre money management. Et puis, nous finissons aussi avec IG Bank. Donc, sachant que sur notre plateforme, on a plus de 16 000 valeurs disponibles. Voilà, c'est une multi-plateforme de trading qui est assez performante. Donc, on a plus de 45 ans d'expérience. Donc, IG reste quand même dans le domaine du CFD le numéro 1. D'accord. On a un support qui est multilingue, donc en allemand, en anglais, en français. On est régulé par la FINMA aussi et on a le statut bancaire. Et puis, je vous invite à regarder notre plateforme éducative où vous pouvez vous former effectivement aussi sur les instruments et comment fonctionnent les produits à effet de levier. Voilà. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée à vous et j'espère vous revoir à très bientôt. Voilà, je laisse juste regarder notre exposition et si vous avez besoin de notre service clientèle, voilà les numéros et n'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire. Voilà, bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Merci bien.